La peur de voler. J'ai toujours détesté voler. Depuis mes premières vacances en famille avec mes parents, qui insistaient pour dire que c'était excitant et amusant, j'étais absolument terrifié. J'ai paniqué lors de ce premier volume, ressentant cette sensation étrange d'être à bord d'un objet énorme et lourd qui s'élevait simplement du sol. Cela me paraissait tellement antinaturel, sans parler de la sensation lorsque l'avion s'inclinait d'un côté, où tout ce que je pouvais voir était des nuages d'un côté et le sol de l'autre. Mon Dieu, nous étions tellement hauts que je ne pouvais toujours pas comprendre à quel point tout paraissait petit lorsque nous décollions. Cela me faisait imaginer l'avion s'arrêtant et plongeant en piqué vers la terre. Je me souviens d'une fois où j'avais un siège près d'une sortie de secours. Vous savez, dans ces cas-là, l'hôtesse de l'air doit vous demander si cela vous convient d'avoir ce niveau de responsabilité. Il n'avait pas besoin de demander. Je l'ai trouvé et je lui ai pratiquement dit de me déplacer. En mars de l'année dernière, un membre de ma famille est mort dans un accident de voiture. C'était soudain, terrible, et les funérailles ont été organisées assez rapidement. À cause de mes engagements professionnels, je n'ai pas pu faire comme d'habitude en prenant le bus ou le train à travers le pays. J'ai été obligé de réserver un volume. C'était ça ou manquer les funérailles, et il n'était pas question que je rate ça. J'ai donc fait mes bagages à contre-cœur, pris un taxi jusqu'à l'aéroport et embarqué pour un volume à destination de Philadelphie. En général, je bois dans les bars de la terminale et je continue à boire pendant le volume. Cela aide toujours un peu, mais jamais assez. C'est lors de ce volume de retour à la maison que j'ai vécu les pires turbulences de toute ma vie. Cela a commencé doucement, avec un léger tremblement de l'avion, tandis que les passagers craintifs comme moi s'accrochaient à nos accoudoirs et priaient pour que cela cesse. Mais cela a empiré. Plus cela devenait intense, plus les passagers étaient inquiets. Et ce sentiment de terreur, mon Dieu, je l'ai simplement absorbé. L'avion continuait de trembler, au point que l'hôtesse de l'air a commencé à paraître préoccupée. À ce moment-là, j'ai senti que j'étais sur le point d'avoir une attaque de panique totale. Je me réconfortais généralement en voyant les hôtesses de l'air rester calmes face aux turbulences. Elles avaient cette expression de « cela nous arrive tout le temps ». Mais voir les filles avec leurs uniformes impeccables paraître terrifiées, Jésus, cela m'a rempli d'une peur immense. À un moment donné, l'avion tremblait tellement qu'une hôtesse a dû s'accrocher au siège de chaque côté du couloir, juste pour marcher dans l'avion. Les bébés pleuraient, les gens pleuraient littéralement et priaient pour que Dieu nous protège tous. Tout le temps, j'étais blanc comme un linge, agrippé à mes accoudoirs, buvant les bouteilles d'alcool que j'avais devant moi. Je mentirais si je disais que je n'avais pas fait quelques prières silencieuses, bien que je ne sois pas du tout religieux. Puis quelque chose s'est produit, quelque chose que je n'avais jamais vu avant. L'avion a frappé une poche d'air si intense qu'elle a envoyé une secousse à travers l'avion, si forte qu'elle a littéralement projeté une hôtesse de l'air dans les airs, lui faisant heurter la tête contre le plafond de la cabine. Les passagers hurlaient à ce moment-là, alors que le sang commençait à couler de sa tête. J'ai saisi la pauvre fille par les cheveux pour la ramener au sol, tandis qu'elle essayait et échouait encore et encore à retrouver son équilibre. Les gens essayaient de l'aider depuis leur siège, se penchant et tendant la main vers elle, mais elle était visiblement étourdie par l'impact, au point de sembler plus ivre qu'elle ne l'aurait dû. J'étais convaincu que l'avion allait s'écraser. Je n'avais jamais entendu parler ni vu quelque chose de similaire à ce type de turbulence, et à un moment de horrible clarté, j'ai accepté que j'allais mourir. Je m'imaginais mes proches à mes funérailles recevant le double coup dur de la nouvelle que l'un de nos parents était mort, et que moi, je mourrais aussi en rentrant à la maison. C'était la pire partie en pensant à la douleur qu'ils ressentiraient en apprenant que je m'étais résigné au grand sommeil. Mais tout a finalement commencé à se calmer progressivement. Aussi cliché que cela puisse paraître, lorsque le pilote a pris la parole dans l'intercom pour nous dire que le reste du volume vers Philadelphie serait sans encombre, la cabine a éclaté en applaudissements. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'hôtesse de l'air. J'imagine qu'elle a reçu des soins médicaux dès que nous avons atterri. Mais je me souviens d'avoir regardé dans le couloir et vu sa tête toute cabossée avec du sang qui s'était infiltré sur son visage, se mêlant à son épais mascara. C'était vraiment comme une scène de film d'horreur. Après environ 1 heure de volume, nous avons atterri à Philadelphie. Lorsque nous avons tous quitté l'avion, presque tous les passagers ont remercié les hôtesses de l'air pour leur professionnalisme et leur service. C'était incroyable de voir comment une expérience comme celle-ci avait créé un lien si étroit entre nous en si peu de temps. Certaines personnes embrassaient même les hôtesses en partant. D'autres avaient des larmes de soulagement dans les yeux.
Et certaines riaient et se donnaient des high-fives, plaisantant sur le fait que c'était la montagne russe la plus chère qu'ils avaient jamais prise, et comment Six Flags serait ennuyeux après cela. Je dois admettre que j'ai beaucoup ri de cette dernière blague, non parce qu'elle était particulièrement drôle ou vraie, mais parce que c'était une libération de tension. Je suis sérieux quand je dis que j'étais arrivé à accepter ma propre mort. C'était le sentiment le plus douloureux et déchirant que j'ai jamais ressenti. Pourtant, je l'ai accepté. Je peux même décrire la nouvelle opportunité de vie qui a émergé de cet état d'esprit qui m'a donné. Aujourd'hui encore, je reste une personne légèrement différente de celle que j'étais avant d'embarquer sur ce volume. Je suis beaucoup plus positif, je profite au maximum de mon temps libre, je vis chaque jour pleinement. Mais il y a une chose qui n'a pas changé en moi, une chose qui ne changera jamais, quoi qu'il arrive. Et tu sais déjà de quoi je parle, je déteste toujours voler. L'horreur à bord. Il y a quelques années, j'ai participé à un échange universitaire de 6 mois, où des étudiants japonais et moi avons échangé nos places pour expérimenter la vie dans chaque pays. Honnêtement, ce fut l'une des expériences les plus incroyables de ma vie. Le Japon est vraiment étrange, selon les normes occidentales, mais il est également rempli de certaines des personnes les plus merveilleuses et aimables que j'ai jamais rencontrées. Leur façon de penser la vie, même dans certains détails minutieux, est aussi fascinante que réfléchie. Aller là-bas a changé ma vie pour le mieux. Mais quelque chose s'est produit lors du volume de retour depuis le Japon. Et bien que cela n'ait pas complètement ruiné l'expérience, cela a laissé une énorme tache noire sur ce qui aurait dû être un souvenir très agréable. Le volume de retour était long, très long, environ 9h30, suivi d'un autre volume de 10 heures. Ce n'est pas facile de rester assis au même siège pendant si longtemps. Je suis sûr que certains d'entre vous savent ce que c'est, claustrophobique et contraignant. Et le fait de ne jamais pouvoir se détendre est tout simplement horrible. Je suppose que c'est pourquoi les gens prennent des pilules ou se rabattent sur ces mini-bouteilles de liqueur juste pour gagner une apparence de détente. J'étais donc au milieu du deuxième volume de 8 à 9 heures, allant du sud de la Californie à ma ville natale de New York. J'avais déjà regardé la plupart des films disponibles à bord et je regardais distraitement un film de science-fiction idiot avec Tom Cruise lorsque j'ai entendu quelque chose par-dessus mes écouteurs. Je les ai retirés pour entendre une femme quelques rangées devant moi paniquer dans une langue étrangère. Je ne suis pas expert, mais je suis presque sûr que c'était du chinois. Quoi qu'il en soit, elle semblait clairement très effrayée ou contrariée par quelque chose et n'arrêtait pas d'appuyer sur le petit bouton au-dessus de sa tête. Une hôtesse de l'air est venue, essayant de rester aussi calme que possible, mais elle ne pouvait manifestement pas comprendre ce que disait la femme à cause de la barrière linguistique. La femme a pris un moment pour trouver un moyen de communication, et je l'ai vue se pencher dans les sièges du milieu pendant un instant avant de se redresser et de courir dans l'allée avec une expression d'horreur sur le visage. Peu de temps après, elle est revenue en criant quelque chose que je n'avais entendu que dans les films jusqu'à ce moment-là. Y a-t-il un médecin dans l'avion ? Y a-t-il un professionnel de la santé à bord ? C'est à ce moment-là que j'ai su que la situation était vraiment grave et qu'il ne s'agissait pas simplement d'une pauvre dame asiatique en train de faire une crise de panique. L'expression du visage de l'hôtesse de l'air m'avait déjà suffi, mais cela rendait les choses concrètes. Quelque chose de terrible se passait dans ces sièges du milieu. Finalement, l'hôtesse de l'air est apparue depuis la section de classe affaires de l'avion avec un homme au look professionnel, portant une chemise polo, les cheveux blancs et des lunettes. Manifestement, il était médecin. Il a réussi à faire ce que l'hôtesse de l'air avait fait en premier lieu, se pencher pour donner un bref examen à la personne avant d'entrer soudainement en action. Il a cherché les hommes les plus grands et les plus forts qu'il pouvait trouver et leur a demandé de l'aider. Je sais que cela peut sembler brusque, mais l'autorité avec laquelle il a parlé était puissante. Personne ne l'a remis en question. Ils se sont simplement levés pour aider comme si c'était leur devoir. Les gens sont incroyables dans des situations d'urgence comme celle-ci. Les hommes les plus grands ont commencé à travailler pour sortir quelqu'un de son siège, le tirer de la rangée du milieu et le transporter vers l'arrière de l'avion. J'ai eu un aperçu de la personne lorsqu'ils sont passés à côté de moi. Un vieil homme asiatique, aussi pâle qu'un fantôme et manifestement inconscient. J'ai regardé en arrière et vu le médecin effectuer une réanimation cardio-pulmonaire après l'avoir couché sur le sol, faisant des compressions thoraciques et soufflant dans sa bouche ouverte. C'était assez angoissant, mais l'un des grands gars a commencé à dire des choses comme « Allez mon pote, reviens parmi nous, ouvre les yeux mec ».
On pouvait entendre l'angoisse dans sa voix. C'est alors que j'ai réalisé que cet homme était mort, qu'il n'avait pas de pouls et qu'il ne reviendrait pas. Certains des passagers pleuraient, d'autres priaient. C'était l'une des situations les plus intenses que j'ai jamais vécues. C'est à ce moment-là que j'ai regardé en arrière et vu les hôtesses de l'air sortir une sorte de sac mortuaire de quelque part dans l'avion. Je ne savais même pas qu'ils avaient ce genre de choses à bord. C'était exactement le genre de sac en plastique avec une fermeture éclair au milieu que l'on voit dans les films de guerre du Vietnam. Le médecin et les grands gars ont aidé à mettre l'homme dans le sac avant de le fermer. Pendant ce temps, certaines hôtesses ont commencé à réorganiser les passagers en demandant à certains s'ils souhaitaient être surclassés en classe affaires ou en première classe. Mais personne ne m'a demandé à moi. Finalement, je me suis retrouvé avec une rangée de sièges près de la fenêtre pour moi tout seul, avec 2 rangées libres derrière moi, et ensuite la partie arrière de l'avion. J'aurais vraiment dû m'en douter et demander à être déplacé, mais tout était tellement intense et tout le monde avait tellement de choses à gérer que j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas faire de vagues. Mais comme je l'ai dit, quand j'ai réalisé ce qui allait se passer, j'aurais vraiment souhaité ne pas être aussi raisonnable dans toute cette histoire, car soudainement, les gars relevaient les accoudoirs de la 2e rangée derrière moi, inclinaient les sièges un peu en arrière avant de soulever le corps du pauvre homme et de le poser sur les sièges. Je ne peux même pas décrire à quel point cela m'a rendu incroyablement mal à l'aise. Il n'y avait pas d'odeur, je veux dire que le corps était encore frais, mais l'idée même qu'à moins de 2 ou 3 mètres derrière moi se trouvait le corps d'un homme mort rendait impossible toute tentative de relaxation. J'ai essayé de l'ignorer, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'était tout simplement impossible. Je me suis retrouvé à jeter des coups d'œil en arrière entre les sièges de temps en temps, regardant le matériau brillant du sac mortuaire et sachant que cet homme à l'intérieur n'avait tout simplement plus de pouls. C'était horrible. À la sortie, une hôtesse de l'air a noté mon nom et m'a dit que j'aurais droit à une compensation pour mon prochain volume, pour avoir été si incroyablement aimable et silencieux tout au long de l'incident. Elle a dit que cela n'arrivait presque jamais et qu'il regrettait vraiment que ce soit moi qui sois le plus proche du corps. C'était le minimum qu'il pouvait faire, mais honnêtement, je n'ai plus envie de voler. Pas pour un bon moment. La nuit de l'accident, à l'aéroport de Sarasota. C'est une nuit tranquille à l'aéroport international de Sarasota-Bradenton en Floride. L'équipe nocturne est habituée aux nuits calmes, mais celle-ci est particulièrement paisible et il n'y a pas un seul voyageur marchant dans les terminaux ou dans les salons VIP. Le personnel s'occupe de la récupération des bagages et des comptoirs des entreprises de location de voitures. Ils sont très ennuyés et bavardent tout en s'occupant des rares tâches restantes. Il est jeudi matin, aux alentours de 3 heures, et nous sommes le 19 décembre. L'endroit est rempli de joie festive, bien que légèrement atténué par l'heure tardive de la nuit. Sans aucun doute, ils ont dû discuter de leur plan de vacances, espérant passer du temps avec leur famille après un emploi du temps aussi épuisant de travail de nuit. Mais en attendant, quelque chose se rapproche d'eux, quelque chose d'imprudent qui mettra leur vie en danger extrême. Le personnel qui s'occupe des comptoirs de location de voitures de National et Alamo est totalement inconscient de ce qui est sur le point de se produire. Il n'y a aucun avertissement. Ils ne voient rien venir vers eux, seulement un léger bruit venant de l'extérieur du bâtiment pour indiquer que quelque chose est sur le point de se produire. Ils sont complètement pris au dépourvu pour se protéger du danger imminent. Alors, dans un moment horrible, un énorme camion blanc de General Motors percute le mur extérieur du terminal comme une balle tirée d'une arme, détruisant complètement le mur et envoyant une pluie de débris de bois et de plastique à l'intérieur du bâtiment. Le camion roulait à une telle vitesse que l'impact avec le mur ne l'a presque pas ralenti et il a continué à se lancer vers les comptoirs de location de voitures à une vitesse terriblement élevée, tandis que le personnel sautait de leur siège et courait vers un endroit sûr. Heureusement pour eux, le comptoir a été construit de manière incroyablement robuste et a résisté à l'impact du camion grâce à sa solidité et à la vitesse légèrement réduite de celui-ci. Il n'y a aucun doute que les vies du personnel ont défilé devant leurs yeux pendant un moment avant que le véhicule ne s'arrête complètement. Le camion, qui roulait sur l'autoroute américaine 41 de Floride, a quitté la route et a percuté la clôture périmétrique de l'aéroport. Ensuite, il a traversé la piste avant de traverser un mur en bloc de béton et d'entrer dans la zone de récupération des bagages où il s'est finalement arrêté en percutant le comptoir d'une société de location de voitures. Incroyablement, seul le conducteur a été blessé dans le chaos. Par un coup de chance,
Personne ne se tenait au comptoir dans l'espoir de louer une voiture. Si cela avait été le sien, il n'y a aucun doute qu'ils auraient été écrasés sous le camion, subissant de terribles blessures abdominales dans le processus. En réalité, un volume tardif venait d'arriver, mais il n'y avait personne d'autre dans la zone de récupération des bagages, à l'exception de quelques travailleurs. Si cela s'était produit en plein jour, cela aurait été une histoire très différente, a déclaré Frédéric Bachalot, le président directeur général de l'aéroport. Le conducteur, Juan Mazas, a été transporté à l'hôpital plus tard, mais l'accident a causé d'importants dégâts dans la zone de récupération des bagages, sur les tapis roulants, les fenêtres de toit, les portes et les murs, pour un total d'environ 50 000 $ de dommages. Avant l'accident, des foules de véhicules avaient été vues conduisant imprudemment sur la route 41 des États-Unis, selon un communiqué de la patrouille routière de Floride. La cause de l'accident était inconnue à ce moment-là, mais de manière incroyable, l'alcool ne semblait pas être un facteur, selon le même communiqué de presse. Cependant, des enquêtes ultérieures ont révélé que M. Mazas avait été accusé de plusieurs infractions pour conduite en état d'ébriété dans le passé, ainsi que de conduire avec un permis suspendu ou expiré. C'est un miracle que personne n'ait été blessé, mais cela n'enlève rien au fait que pendant quelques moments dans la nuit du 19 décembre, une terreur absolue a frappé les occupants de l'aéroport. Meurtre mystérieux des chauffeurs de taxi. Steven Sylvester et Pradip Sangha étaient deux hommes qui étaient très familiers avec les aéroports et les voyages aériens. Chacun d'eux travaillait de longues heures comme chauffeur de taxi, transportant les voyageurs sur exactement les mêmes routes vers et depuis Heathrow au début des années 80. On ne sait pas si les deux hommes se connaissaient réellement, mais il n'y avait aucun doute qu'ils avaient dû se croiser à un moment donné. Cependant, il ne fait aucun doute que les deux conducteurs avaient quelque chose en commun. Quelque chose qui ne les rapprochait pas, mais plutôt les liait dans la tragédie. Les deux hommes furent assassinés dans des attaques séparées avec seulement 6 mois de différence, chacun étant poignardé à mort dans des affaires non résolues à ce jour. Ici, nous examinerons les faits des deux incidents et verrons si nous pouvons tirer nos propres conclusions sur leur décès tragique et prématuré. Steven Sylvester avait 39 ans lorsqu'il est mort et travaillait comme chauffeur de taxi pour une société appelée Skyway Minicabs, située sur Kingsley Road, près de la station de métro Hounslow, à seulement 6 km de l'aéroport de Heathrow. Steven avait l'habitude de travailler de nuit, et aux premières heures du 17 novembre 1983, il retourna au bureau de l'entreprise après avoir conduit un passager de l'aéroport à l'approche Feltham. Vers 2h30 du matin, un répartiteur et d'autres chauffeurs rentrèrent chez eux pour se reposer, laissant Steven seul pour son service. À un moment donné, au cours de l'heure suivante, les rapports de police indiquent que Steven avait quitté le bureau, probablement pour prendre un autre passager. Que ce soit en réponse à un appel téléphonique réel ou que quelqu'un ait visité le bureau, ce n'est pas clair, mais nous savons que ce fut le dernier travail que Steven prit avant d'être tué. Il n'y a que quelques raisons pour lesquelles un chauffeur de taxi s'installerait sur la banquette arrière de son propre véhicule, mais pour une raison quelconque, c'est exactement ce que fit Steven. Lorsqu'il le fit, une lutte sanglante s'ensuivit, se terminant par le conducteur poignardé à plusieurs reprises jusqu'à la mort. Son assassin procéda ensuite à sortir son corps de la banquette arrière avant de le mettre dans le coffre de la voiture et de conduire jusqu'à l'aéroport pour abandonner le véhicule sur le parking de courte durée de la Terminal 3 vers 4 heures du matin, ce même jour. À cette époque, seul le rez-de-chaussée du parking de courte durée était accessible, principalement utilisé par les travailleurs de nuit employés par l'aéroport. Que l'assassin ait été ou non l'un de ses employés, ou qu'il ait simplement utilisé cela pour échapper à la justice en volant hors du pays, reste inconnu, mais le fait est que ce n'était pas un endroit pour laisser le véhicule et le corps s'il souhaitait qu'il ne soit pas découvert. Les parkings de ce type sont surveillés pour garantir que les amendes et frais appropriés ne sont pas engagés. Les conducteurs qui enfreignent les règles de stationnement se voient infliger des amendes avant que le véhicule ne soit rapidement remorqué. Il est donc clair que celui qui assassina Steven, puis plaça son corps dans un endroit où il ne serait pas découvert rapidement, ne voulait pas que les gens sachent ce qu'il avait fait. Qui que soit l'assassin de Steven, il devait être couvert du sang de sa victime. Les meurtres au couteau tendent à être silencieux et relativement discrets, mais sont désordonnés, et tout témoin potentiel aurait certainement remarqué les taches de sang sur ses vêtements.
à moins, bien sûr, qu'il ne porte des vêtements entièrement noirs. Il est possible que l'assassin ait visité une salle de bain publique pour se laver du sang et utiliser une salle de bain pour handicapés lui aurait donné tout le temps et la confidentialité dont il avait besoin, une pensée effrayante, car il aurait pu le faire en toute impunité. La police ne commença à chercher Steven que 4 jours après sa disparition initiale, attendant évidemment que ses employeurs ou sa famille signalent sa disparition. Mais il ne fallut pas longtemps pour qu'il trouve son véhicule et découvre son cadavre ensanglanté cruellement dans le coffre de son propre taxi. La police fut déconcertée par ce meurtre apparemment aléatoire et isolé, mais ce ne fut que jusqu'à ce qu'il devienne évident que l'assassin avait attaqué à nouveau à peine 6 mois plus tard. Un autre meurtre eut lieu dans exactement la même zone de Londres. La victime était un homme nommé Pradeep Sangha, un chauffeur sud-asiatique employé par la compagnie Blue Star Minicabs, située sur Martindale Road, près de Hounslow. Pradeep était un homme altruiste, aidant à compléter les revenus de son beau-père en conduisant son taxi quelques heures en soirée les jours de semaine. À cette époque, la plupart des taxis privés du Royaume-Uni n'étaient pas équipés de radios à ondes courtes, donc après chaque course, il n'avait d'autre choix que de retourner au bureau de l'entreprise pour attendre une nouvelle course. C'était le vendredi soir du 30 mars 1984. Pradeep Sangha avait déjà effectué environ une douzaine de courses cette nuit-là et était retourné au bureau de l'entreprise pour attendre d'autres appels. Vers minuit, quelqu'un appela les bureaux de Blue Star depuis une cabine téléphonique située près de quelques feux de circulation sur Great West Road. Cette cabine en particulier était à quelques pas du bureau et il n'y avait pas de raison logique pour que quelqu'un dépense de l'argent pour appeler alors qu'il pourrait simplement marcher jusqu'à la compagnie de taxi. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la personne qui appela demanda un taxi pour les emmener à Feltham, à nouveau pas très loin des bureaux, peut-être à 20 minutes de marche au maximum. À cette même heure, un homme de grande taille, accompagné de 2 jeunes femmes, arriva au bureau, également intéressé par un taxi pour Feltham. Ce détail ajouta de la confusion au registre des courses de la compagnie, ce qui rendit difficile pour la police de déterminer quelle course Pradeep prit en premier. La personne qui fit l'appel initial depuis la cabine téléphonique demanda un taxi pour un petit bar à vin connu sous le nom de Boom Boom, ainsi qu'un restaurant sud-asiatique appelé Heathrow Tandoori. Il est très possible que l'appelant ait fréquenté l'un de ces 2 établissements. Malgré la proximité et le nombre de témoins potentiels dans la région, aucune âme n'a vu Pradeep arriver pour prendre le passager. Ce qui se passa ensuite n'est pas clair. Ni l'itinéraire supposé du véhicule, ni le laps de temps ne semble logique. Ce que nous savons, c'est que le véhicule de Pradeep fut trouvé complètement abandonné et presque vide d'essence sur une voie d'accès juste à côté de la A30, près de la clôture de sécurité sud de l'aéroport de Heathrow. Quelqu'un avait retiré les clés du contact et tenté d'ouvrir le coffre de la voiture, mais n'avait pas réussi en raison d'une défaillance mécanique. Tout cela se produisit probablement entre 0h30 et 2h du matin le samedi 31 mars, une portion de route particulièrement fréquentée par de nombreux camions et véhicules. Il est probable que quelqu'un ait remarqué le véhicule en panne à un moment donné et appelé la police locale. Peu après 2h du matin, la police trouva Pradeep Sangha effondré derrière le siège passager de son véhicule, assassiné à coups de couteau dans une attaque frénétique et soutenue, laissant son corps avec plus de 30 plaies. Ils remarquèrent également que certaines cartes de crédit de Pradeep manquaient, ainsi qu'une petite somme d'argent de son portefeuille. En raison de ce dernier détail, il est très possible que le mobile ait été un volume qui a mal tourné, mais il est plus probable, étant donné le modus operandi, que le meurtre ait eu une autre raison. Steven Sylvester était d'origine afro-caribéenne et Pradeep Sangha était du sud de l'Asie, ce qui pourrait laisser penser que le mobile des meurtres était raciste. Une possibilité à considérer, bien que lointaine. Une déclaration de la police concernant les meurtres indiqua qu'il souhaitait interroger un homme de grande taille en relation avec les meurtres, sans donner plus de détails sur la raison pour laquelle ils voulèrent le faire. Cependant, nous savons grâce à des enquêtes ultérieures qu'une réplique d'un poignard de commando Fairbairn Sykes fut délibérément laissée sous le siège passager du taxi de Steven Sylvester. La police exclut rapidement la possibilité qu'il s'agisse du propre couteau de Steven, car il ne portait aucune de ses empreintes digitales. Ces objets sont relativement rares et souvent considérés comme de simples objets de collection. Il semble que l'assassin l'ait délibérément laissé là, peut-être comme une sorte de carte de visite pour donner des indices aux enquêteurs sur son identité ou pour les égarer. Le lien entre les 2 CA réside dans les couteaux.
Le poignard utilisé pour tuer Pradip fut retrouvé à un peu plus de 3 km de la A30, caché derrière une cabine téléphonique. La police confirma rapidement que c'était l'arme utilisée pour tuer Pradip. Un autre fait intéressant concernant le meurtre de Pradip est que, étant de religion sikh, il portait toujours un petit couteau cérémonial connu sous le nom de kirpan. Ce kirpan particulier avait une bande bleue autour et n'a jamais été retrouvé, ce qui indique qu'il fut probablement pris comme trophée par l'assassin. Les deux affaires restent non résolues à ce jour. Il est possible qu'un individu froid et calculateur, obsédé par les couteaux, ait été capable de planifier et d'exécuter 2 meurtres et de s'en sortir impunément. Il pourrait encore marcher dans les rues de Londres aujourd'hui, se remémorant ces 2 nuits où il a donné vie à ses fantasmes meurtriers. Les familles des victimes espèrent encore trouver la paix, même si leurs proches ont été tués de manière aussi épouvantable et mystérieuse. Un voyage inoubliable au Maroc. Le Maroc est l'un des endroits les plus beaux que j'ai jamais visités. Des plages au désert, des forêts aux anciens souks et bazars commerciaux, c'est tout simplement un lieu visuellement phénoménal. Je n'avais aucune idée que le pays pouvait avoir des forêts, alors si cela vous surprend, ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit, le Maroc est stupéfiant. Ce ne sont pas seulement les vues que j'ai trouvées si mémorables, mais aussi les sons des instruments traditionnels, les chameaux bramant sous les coups des cavaliers, et les odeurs du Maroc restent également gravées dans ma mémoire. Épices, encens, parfums sucrés, mais aussi des choses moins saines comme le hachich. Je ne suis pas du genre à fumer, même si j'avais quelques amis à l'université qui le faisaient, alors je sais à quoi ça ressemble, et le Maroc en est plein. À la fin de notre voyage de 3 semaines, ma petite amie et moi avons manqué de peu notre volume de retour. Nous étions si mal organisés collectivement que je suis surpris que nous ayons réussi à garder la tête froide. Nous sommes arrivés si tard à l'aéroport que nous n'avions absolument aucune chance de suivre le conseil d'un compagnon de voyage que nous avions rencontré la veille. Il nous avait conseillé de descendre du bus à mi-chemin, d'acheter de nouveaux billets et de continuer le reste du voyage. Quand je lui ai demandé pourquoi, il s'est contenté de toucher son nez avec son doigt en disant que c'était pour moi de le savoir et de le découvrir. C'était un peu un idiot, pour être honnête. Je n'allais pas suivre les conseils de quelqu'un qui semblait jouer avec nous, comme si j'avais l'argent ou le temps libre pour nous acheter de nouveaux billets sans raison valable. Nous avons donc ignoré son conseil et avons pris le bus que nous avions prévu de prendre le lendemain matin. Nous avons pris le bus de Chefchaouen pour le dernier tronçon de notre voyage vers la capitale, Rabat. C'était un voyage très long et inconfortable dans un vieux véhicule délabré qui semblait être sur la route depuis les années 50 ou quelque chose comme ça. De plus, j'avais réussi à manger quelque chose qui ne me convenait pas pour la première fois de tout le voyage. Inutile de dire que je me sentais assez mal quand nous sommes finalement arrivés à l'aéroport. Nous devions avoir environ 1 heure de désespoir avant que notre volume ne parte. Nous nous sommes donc précipités pour enregistrer nos bagages et nous devions sembler visiblement anxieux à tout le personnel présent, ce qui n'est généralement pas une bonne idée lorsque vous voyagez à l'international. Nous avions également une tonne de monnaie marocaine à échanger contre des livres sterling. Je me souviens que le caissier semblait assez suspicieux du fait que nous avions autant d'argent et que nous étions si pressés de quitter le pays. J'étais pressé de partir et, dans mon CA, de trouver une foutue toilette pour régler quelques problèmes personnels résultant de ce tagine d'agneau peu fiable que j'avais mangé la veille. Bien sûr, c'était la loi de Murphy qui faisait que les agents de sécurité nous ont mis de côté pour une inspection plus approfondie de nos bagages. C'était exactement ce dont nous n'avions pas besoin. Après avoir sorti presque tout ce que nous avions emballé, ils ont décidé d'appeler un autre membre de la sécurité pour jeter un coup d'œil plus approfondi. J'ai alors fait l'erreur presque fatale de leur dire que j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes pendant que nous attendions, expliquant mon terrible malaise intestinal en arabe, pointant dramatiquement mon ventre et faisant des grimaces tendues. L'agent de sécurité m'a demandé dans un anglais approximatif si j'avais avalé quelque chose, et j'ai compris qu'il me demandait si j'avais pris des médicaments. J'ai répondu que j'avais pris un médicament contre la diarrhée, mais qu'il ne semblait pas aider du tout. C'est alors que j'ai réalisé que chacun de nous avait une compréhension complètement différente de la situation. Apparemment, il avait vu nos billets de bus et savait d'où nous venions. Il a commencé à expliquer que Chefchaouen est une grande région productrice de hachich et qu'il aurait besoin de faire une inspection plus approfondie avant de nous permettre d'embarquer sur notre volume. Mon cœur a sombré. Il pensait que j'étais un trafiquant de drogue. Je ne m'inquiétais pas qu'il trouve quelque chose, car ce n'était pas ce qu'il soupçonnait, mais tout.
Ce retard signifiait que nous risquions de manquer notre volume de retour, ce qui serait un énorme inconvénient à ce moment-là. De plus, le fait qu'ils ne trouvent rien signifiait que l'inspection pourrait être très approfondie. Si vous voyez ce que je veux dire, j'étais en danger imminent de me salir complètement les pantalons à cause du tagine. Mais maintenant, la peur devenait un danger clair et présent pour l'intégrité de mes sous-vêtements. J'ai essayé d'expliquer que j'avais besoin d'aller aux toilettes, mais à ce moment-là, 2 policiers armés avec des chiens renifleurs étaient arrivés et nous avaient pratiquement escortés dans un coin de la zone de sécurité. Ensuite, ils m'ont emmené dans une salle d'interrogatoire où un agent de l'immigration marocain a littéralement palpé mon estomac tout en me posant une série de questions en anglais parfait sur mes habitudes de consommation de drogue. Il m'a demandé si je savais que Chefchaouen était une grande région productrice de hashish, et je lui ai répondu que je savais que cela se faisait dans tout le Maroc. Il m'a demandé si quelqu'un m'avait jamais proposé de drogue dans le pays, et j'ai répondu honnêtement que cela m'était arrivé plusieurs fois. Il a alors dit quelque chose à ses collègues en arabe, et ils ont souri, semblant dire « nous en avons un ». Après quelques discussions entre eux, l'agent de l'immigration m'a dit que je devais attendre qu'un médecin vienne m'examiner. Une fois de plus, j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait eu un horrible malentendu et que tout ce que j'avais était un malaise intestinal, rien d'illégal. Je les ai suppliés de me laisser aller aux toilettes, mais plus je le faisais, plus ils semblaient convaincus que j'essayais de cacher quelque chose. Ma petite amie pleurait tandis que nous attendions, et tout semblait très sombre. Les agents semblaient prendre un malin plaisir à mon malheur. Je comprends qu'ils pensaient avoir attrapé un contrebandier et qu'ils obtiendraient probablement une commission ou quelque chose comme ça. Mais cela rendait la situation encore pire. Finalement, ils ont annoncé que le médecin était arrivé pour m'examiner, mais ce n'était pas un type en blouse blanche avec un stéthoscope, juste les 2 agents de sécurité originaux qui nous avaient remis de côté en premier lieu. C'était horrible. Je leur ai demandé s'ils avaient des diplômes médicaux, mais ils ont juste ri et m'ont dit de les suivre, et que si je résistais, ils m'enverraient en prison marocaine en tant que contrebandier. Évidemment, je n'avais pas le choix. Ils m'ont conduit dans une pièce au fond d'un centre de détention et j'ai été surpris par ce que j'ai vu. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, mais qui avait soudainement beaucoup de sens. C'était essentiellement une grande toilette en acier inoxydable sans méthode apparente pour tirer la chasse. C'était clairement l'endroit où les contrebandiers évacuaient ce qu'ils avaient ingéré avant que les agents de l'immigration ne puissent examiner les déchets à la recherche de contrebande. L'agent anglophone m'a dit de manière très intimidante qu'il allait découvrir si je mentais ou non. En réalité, je l'ai remercié de me permettre enfin d'utiliser les toilettes. Appelez ça le syndrome de Stockholm ou ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, j'étais tellement soulagé d'avoir enfin un endroit pour m'asseoir que tout le reste me semblait sans importance. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit, je me suis baissé les pantalons et j'ai commencé à remplir la cuvette de tout ce tagine peu fiable que j'avais consommé la veille. Il y a eu un moment où j'ai pensé lui demander de l'intimité, mais je me suis rendu compte que je m'en fichais complètement à ce stade. S'il voulait rester et observer, c'était son problème. Le soulagement pur que j'ai ressenti en m'asseyant enfin sur une toilette faisait que ceux qui suivaient étaient bien plus faciles. Je poussais un grondement explosif, des excréments jaillissèrent de moi et mon derrière devenait temporairement un pulvérisateur d'excréments et de mucus intestinal. Je les regardais à travers la fenêtre en plexiglas avec un sourire suffisant qui disait « Je te l'avais dit, mon pote ». Après 1 minute environ, il secoua la tête, s'éloigna et me laissa terminer. Quand je suis retourné vers ma petite amie, elle était en train de replier nos affaires, incertaine de ce qui allait se passer. Elle a éclaté en sanglots en me voyant, m'a entouré de ses bras et a sangloté quelque chose comme « Partons d'ici, chérie, je ne veux plus rester ici 1 minute de plus ». Exactement mes sentiments. Par une chance inhabituelle pour des personnes aussi désorganisées que nous, notre volume avait été retardé de quelques heures, ce qui nous a permis de rentrer chez nous sans encombre. Mais toute cette expérience m'a beaucoup appris. Partout où vous allez, il y a toujours de mauvais policiers. Apprenez vos droits, assurez-vous de bien garder votre passeport et gardez toujours quelques billets d'urgence au cas où vous auriez besoin de graisser la patte à quelqu'un dans une salle de bain pour handicaper d'un aéroport pour vous sauver de tout un monde de honte et de stress. Une expérience inoubliable en vol. Je ne vole plus. J'avais l'habitude de voler beaucoup. C'était en fait une grande partie de mon travail.
Je voyageais à travers tout le pays pour présenter des perspectives d'investissement lors de réunions avec des gestionnaires de fonds spéculatifs fortunés. C'était un travail confortable, je veux dire. Ils payaient bien plus que c'est eux que je valais. Mais maintenant, je travaille depuis chez moi et je conduis partout. Je parle de partout. Je vis à New York, mais mes parents habitent en Floride depuis leur retraite. Oui, je conduis jusque-là pour les voir 3 fois par an. Parfois c'est assez terrible, mais je préfère conduire là-bas et me plaindre des mauvaises conditions de la route que de voler. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi. C'était un volume régulier de LaGuardia à Houston, un autre voyage d'affaires pour séduire des investisseurs pétroliers riches du Texas. J'étais assis à un siège près de la fenêtre en classe affaires. Le décollage s'est déroulé normalement, tout était rose, rien que je n'avais fait des centaines de fois auparavant. Tout en feuilletant le magazine à bord et en jetant un coup d'œil au menu des boissons, je me suis endormi. J'avais dû me lever à 5h30 pour prendre le volume, et je n'ai jamais été une personne matinale. Alors dès que j'ai pu, j'ai fermé le hublot à côté de moi, fermé les yeux, et essayé de dormir un peu pour être aussi fraîche que possible pour la réunion de l'après-midi. Juste au moment où j'étais sur le point de m'endormir, j'ai entendu un bruit de pop. Dans mon état de fatigue, j'ai pensé que c'était une bouteille de champagne qu'une personne en costume ouvrait pour célébrer son petit déjeuner au champagne. Je regarde autour de moi, et il n'y a personne avec une bouteille, aucune hôtesse avec un seau à glace, rien de ce genre. Puis, une idée horrible m'est venue à l'esprit, et pour dissiper mes peurs apparemment irrationnelles, j'ai ouvert le hublot pour vérifier le moteur de l'aile gauche de l'avion. Je me souviens avoir espéré que tout allait bien. Rien ne s'était jamais passé avant dans un volume, bien que j'ai eu ces petites poussées de peur auparavant. Mais non, tout n'était pas bien. Le bruit de l'explosion était exactement ce que je craignais. Il y avait de la fumée qui sortait du moteur et un épais courant de vapeur noire qui s'échappait pendant que nous volions. J'ai attrapé une hôtesse et lui ai silencieusement montré la fenêtre, ne voulant pas créer de panique. Quand elle a regardé, elle est devenue pâle, puis a couru dans l'allée en direction de la cabine. Quelques instants plus tard, d'autres ont remarqué ce que j'avais vu. Des cris de panique résonnant dans l'avion alors que de plus en plus de personnes se rendaient compte du danger dans lequel nous étions. Les gens couraient vers le côté gauche de l'avion, regardant par les fenêtres et criant tout le temps, tandis que les hôtesses faisaient de leur mieux pour maintenir le calme et garder les passagers tranquilles. Juste avant que la terreur n'atteigne son paroxysme, le pilote est apparu sur l'interphone. Je pense que c'était le moment le plus étrange et surréaliste de ma vie. Alors que tout le monde perdait la tête, le capitaine était suffisamment calme pour sembler presque ennuyé. Je suppose que c'est juste le niveau de formation qu'ils reçoivent. Le capitaine a dit à tout le monde de rester calme, de retourner à leur siège et que l'avion allait effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport le plus proche, qui, à ce moment-là, était un aéroport à Norfolk. En réalité, l'atterrissage s'est très bien passé et la seule chose remotement mauvaise qui se soit réellement produite, ce jour-là, était que j'ai dû réorganiser la réunion d'investissement. Mais je jure devant Dieu qu'une partie de moi pensait que l'avion allait se transformer en boule de feu quand le moteur a explosé et que nous allions tomber à pic vers la Terre à environ 800 km/h. C'était probablement l'expérience la plus effrayante que j'ai jamais vécue et malgré tous mes efforts, je n'ai plus jamais pu monter dans un avion. Alors, comme je l'ai dit, maintenant je conduis partout et même si c'est pénible, c'est mieux que de transpirer à grosses gouttes et de faire des crises de panique en étant assis sur une piste quelque part en attendant que les moteurs prennent feu. Une nuit inexplicable à Sky Harbor International. Je travaille comme contrôleur de la circulation aérienne à Sky Harbor International, à Phoenix, en Arizona. C'est une carrière dont j'ai rêvé depuis que j'étais enfant, lorsque mon père m'emmenait exactement à l'aéroport où je travaille maintenant pour regarder les avions rugir au-dessus de notre voiture avant d'atterrir sur la piste. Au début, je voulais être pilote. Voler ces engins aurait été le summum, mais je n'avais pas une vision parfaite, ce qui était requis. C'était déchirant au début, mais mon père, qui était merveilleux, m'a assuré qu'il y avait plus d'une carrière pour un enfant obsédé par les avions comme moi. Alors, j'ai travaillé dur à l'école, j'ai intégré une école de formation et j'ai encore plus travaillé là-bas. De nombreuses années plus tard, j'ai décroché un emploi dans mon cher aéroport en tant que contrôleur de la circulation aérienne. Ce que je vais vous raconter est l'histoire d'un incident survenu en juillet 1997, alors que j'étais encore relativement jeune et inexpérimenté. Pour rendre l'histoire plus compréhensible pour tous, j'essaierai d'éviter autant que possible le jargon technique de l'aviation et de garder le récit clair et concis pour ne pas vous ennuyer.
Mais comprenez que c'est quelque chose que ni mes collègues ni moi n'avons pu expliquer entièrement. Donc, s'il semble qu'il y a beaucoup de trous dans l'histoire, c'est parce qu'il y en a, autant pour moi que pour vous. Une nuit, je suis assis dans la tour de contrôle de la circulation aérienne, luttant contre la fatigue avec des tasses de café noir fort. Je pense que je buvais environ 7 ou 8 tasses certaines nuits, une après l'autre, lorsque la fatigue commençait à vraiment s'emparer de moi. L'une des choses les plus pénibles lorsqu'on commence dans ce métier est que vous n'avez pratiquement pas d'autre choix que de faire des quarts de nuit pendant des mois et des mois d'affilée, car le trafic aérien est généralement plus lent la nuit. Cela permet aux nouveaux employés de s'habituer à toute la routine de guider un avion jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment d'expérience et de confiance pour travailler pendant les quarts de jour, lorsque les choses peuvent devenir beaucoup plus intenses avec des schémas d'attente, essentiellement une file d'attente pour atterrir à environ 6000 mètres d'altitude et des atterrissages multiples simultanés. La vie des gens est en jeu dans un travail comme celui-ci. Et c'est un peu effrayant de voir combien de pouvoir est placé entre les mains d'hommes et de femmes individuels. Quiconque a regardé Breaking Bad sait que nous pouvons causer ou prévenir les actes de destruction les plus effrénés jamais vus par les yeux humains, et je suis sûr que vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous subissons des évaluations physiques et psychologiques périodiques pour nous assurer que nous sommes tous au mieux de notre forme pendant que nous faisons notre travail. Quoi qu'il en soit, une nuit, je suis assis là avec mon superviseur en pause lorsque je reçois normalement un signal sur la console radar devant moi. Lorsque cela se produit, vous voyez un petit message contextuel sur votre écran avec une petite étiquette qui vous donne essentiellement le numéro de volume et donc toutes les informations sur d'où vient l'avion, sa taille et son modèle, des choses comme ça. Sauf qu'au lieu de dire AZ-104, cette chose avait quelque chose comme XXX1. Ce n'était pas exactement ça, mais cela vous donnera une idée de l'inhabituel et de la façon dont j'ai immédiatement reconnu que quelque chose était très différent à propos de cet avion qui approchait. Alors, je fais ce que je fais d'habitude. Je règle ma radio sur la fréquence où je suppose que l'avion m'entendra, et puis j'allais enlever mes écouteurs lorsque ce gémissement aigu et horrible, à peine quelques tons en dessous du seuil de saignement des oreilles, me frappe. Je me déconnecte immédiatement et demande à un de mes collègues disponibles s'il capte ce son métallique sur le même canal. Ils vérifient et obtiennent la même chose, retirant simplement leurs écouteurs avec un cri avant de me dire que quelque chose doit se passer avec le système de communication de l'avion. Pour essayer de le résoudre et de les guider quand même, si nous ne le faisions pas, il pourrait y avoir un accident. Dans le contrôle de la circulation aérienne, une ou deux petites erreurs pourraient signifier des centaines, voire des milliers de morts. Alors, comme on me l'a appris, je commence à faire ce qu'on m'a dit, en suivant le protocole habituel et en donnant la portée et la direction vers la piste disponible la plus proche. Sauf qu'il n'y a absolument rien qui vient de l'avion. En fait, la seule chose que je peux entendre par-dessus le grincement métallique est un léger changement de ton et de hauteur du gémissement avec le cliquetis métallique occasionnel qui se fait entendre dans le bruit général. C'est alors que je me rends compte que quoi que ce soit dans le ciel ne se déplace pas à une vitesse constante. Il se déplace et s'arrête, encore et encore. Ou du moins, c'est l'image que je me fais en observant le radar. Il n'y avait aucun avion dont j'étais conscient à ce moment-là qui pouvait faire cela, et je me suis retrouvé à regarder depuis la tour dans la direction où il se trouvait, essayant d'apercevoir les lumières de l'avion, mais il n'y en avait aucune. Comme s'il n'y avait rien là-bas, juste un ciel vide où une lumière clignotante aurait dû être. Ce n'est pas le genre de profession où l'on peut simplement demander de l'aide, surtout avec l'équipage réduit qui gère les tours de nuit. Ce n'est pas comme tout le monde. Chacun était occupé avec ses propres affaires. Je ne pouvais certainement pas demander à mon collègue précédent, et de plus, j'étais déterminé à prouver que j'étais digne de cette position. Alors, quelque chose de vraiment étrange se produit. L'avion commence à se déplacer latéralement, comme s'il était un type d'avion de chasse militaire effectuant une manœuvre d'urgence. Un hélicoptère ou quelque chose de complètement différent, et il le fait à des vitesses alarmantes. Ma meilleure estimation est qu'il se déplaçait à plus de 1600 km/h, ce qui aurait dû générer une explosion sonique, ce qui, honnêtement, est quelque chose qui me confond et m'effraie encore aujourd'hui. Le signal a disparu du radar peu de temps après et j'ai été forcé de me concentrer sur un autre avion entrant, étiqueté aussi normalement que n'importe quel autre. Je n'ai mentionné l'incident à personne, je ne voulais pas qu'ils pensent que j'étais fou ou que le quart de nuit me touchait trop. J'ai rédigé un rapport, mais rien n'en est sorti, ils l'ont simplement classé et oublié. Mais je ne l'ai jamais oublié.
En tous mes ans en tant que contrôleur de la circulation aérienne, c'est quelque chose qui ne s'est jamais reproduit. Je ne dis pas que c'était un ovni ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne crois pas à ce genre de choses, je ne le croirai jamais. Mais c'est classé fermement sous inexplicable et franchement, je ferai n'importe quoi pour découvrir exactement ce que c'était. Que ce soit un avion militaire avancé, une défaillance du radar ou quelque chose de complètement différent.